Je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans, j'ai fait 3 actions avec Dernière Rénovation. C'est la plus vieille photo que j'ai retrouvée parce que j'en ai pas beaucoup. Mais ouais, avec mon petit frère et ma petite sœur, on lit un bouquin. Je pense qu'on était chez moi, enfin chez nous dans le 13e à Paris. Et là, je suis toujours à Paris, ouais. J'ai bougé juste 6 mois au Portugal, mais sinon, toujours été à Paris. Ça, c'est pendant les vacances avec mon petit frère aussi en Normandie. On allait toutes les vacances, enfin ouais, je pense vraiment toutes mes vacances de 0 à 15, à part les vacances d'été, on allait en Normandie avec les cousins, on faisait des conneries. C'est là où j'ai appris la vie, appris à me faire des potes, à me faire des amoureuses, machin et tout, voilà. T'as une enfance heureuse? Ouais, franchement, ouais. Avec des petits traumas familiaux qui sont venus un peu ternir certains trucs, mais sinon, globalement, hyper heureuse, ouais. Ça, c'est le rock. Moi, à partir de mes 10 ans, 10-12 ans, je dirais, j'ai vu un film qui s'appelle Walk the Line, qui retrace la vie de Johnny Cash. Et à partir de ce moment-là, et c'était déjà un peu mûr dans ma tête, je me suis dit, moi, c'est ça que je vais faire, c'est rien d'autre et tout ça, c'est sûr que c'est ça, il n'y a plus que ça. Et du coup, ça, c'était un peu le début de ce parcours où je m'étais dit, bon, allez, je vais aller faire du rock dans une colo. Il y avait un concert à la fin avec je pense, à peu près 17 personnes dans le public, mais c'était le méga stress. Je jouais ma vie et tout, je pensais que j'allais me faire repérer par des trucs, qu'il allait se passer des trucs de ouf et tout, voilà. C'est marrant d'avoir envie d'être une rockstar. Bah, je sais pas si je voulais être une rockstar, mais en tout cas, je savais que je voulais faire de la musique et que je voulais vivre à travers ça. Je pense à posteriori, je me dirais que j'avais envie que maintenant, comment je le comprends d'un regard un peu plus adulte, j'avais envie d'avoir une vie qui mérite qu'on la raconte d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je me dis, je m'en fous un peu qu'elle soit racontée ou pas, mais en tout cas, je veux qu'elle mérite de l'être, parce que depuis, j'ai croisé plein de gens qui ont des vies qui méritent d'être racontées et qui ne seront jamais racontées. Et c'est pas très important. Mais par contre, je pense que j'étais en mode, putain, c'est stylé, quoi. Le mec, il a vécu sa vie et on en fait un film et c'est intéressant. Alors que la plupart des gens que je voyais autour de moi, je me disais, en vrai, leur vie, on fait un film, je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant, quoi. Parce que là, t'es à plein temps chez Dernière Rénovation, t'as un peu l'impression de... C'est une vie de rockstar quelque part ou pas du tout? Non, je dirais pas ça, je dirais que c'est totalement différent. Mais par contre, ouais, je suis à plein temps depuis août. Donc ça fait 9 mois, 10 mois, je sais pas. Et j'ai l'impression que ça en fait 50. Et je pense qu'en termes de charge de travail, ça en fait pas loin de ça, c'est pas loin d'être ça. Et ouais, rockstar, je sais pas. Non, je dirais plutôt que c'est beaucoup plus collectif qu'une vie de rockstar en fait. Et c'est ça que j'ai, bah, je pense qu'on verra avec les photos après, mais c'est très solitaire les vies d'artistes et tout au final. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'en ai vu de ma petite expérience et des autres, c'était très solitaire et du coup, c'est assez différent. Bah, ça, c'est le début de l'adolescence, mais à Paris, sur les toits et tout, beaucoup de conneries sur les toits que je regrette maintenant et qui me font peur quand j'y repense, qui me font faire des petits cauchemars. On escaladait les toits pour aller, on ne savait pas trop pour quoi faire. Pour faire soirée, pour se faire peur, je pense surtout, et pour se prouver qu'on n'était pas celui qui avait le plus peur. Là, je pourrais pas refaire ça, mais on faisait beaucoup ça. Et ça, c'est un des toits sur lesquels on allait souvent pour fumer des cloves, fumer des joints, boire des bières et faire essayer de faire les mecs cool. Voilà. Là, ça, c'était pour une photo de classe. Et je sais pas quoi dire de cette photo. Je sais pas ce qui est remarquable, c'est la coupe de cheveux ou le déguisement. Je pense qu'il y a les deux. Mais c'est 4 très bons potes. T'as kiffé le lycée? Ouais, le lycée, ouais. Le collège, c'était plus dur parce que j'ai fait 2 collèges. Je me suis fait virer entre la 5e et la 4e. Je faisais beaucoup de conneries et tout ça. Et du coup, c'était moins marrant. À la maison, c'était moins marrant aussi et tout ça. Mais le lycée, ouais, éclosion de ouf. Trop bien, bande de potes, hyper solide et tout. Et ça, c'est l'interrail, du coup, pareil, vie un peu normale, quoi. En tout cas, beaucoup de gens autour de moi ont fait un voyage un peu initiatique avec à peu près les mêmes que sur la photo d'avant. Ouais, juste après le bac, on fait 3 semaines, je crois, de voyage pour le jour des 18 ans en Europe et tout. Donc voilà, découvrir un peu autour de soi, se libérer un peu de la contrainte familiale et tout. Et le début des études. Là, j'étais en droit à ce moment-là. Et après, j'ai fait des sciences politiques à la fac et après relations internationales en master. Mais moi, à côté de ça, j'étais toujours dans mon truc de musique. Moi, en vrai, j'en avais rien à foutre de ça. J'étais juste en mode, je fais ça parce que c'est ce qu'il me faut pour que les parents fassent pas trop chier.
Mais moi, à 18 ans, j'avais dit je vais pas en études, j'avais refusé de signer tous les trucs et tout. Puis j'ai fini par craquer quand je me suis dit que si j'allais pas en études, bah fallait que j'aille en restauration pour manger parce que du coup j'avais plus d'argent. Donc je me suis dit c'est quand même plus facile de faire ça. Et j'avais la chance de le faire. Et du coup là, c'est pas les études à proprement parler, c'était une association qu'on avait montée, c'était le premier projet collectif que j'ai eu et qui s'appelait You Are, qui faisait des maraudes dans Paris et de distribution alimentaire et tout. L'association elle existe toujours, elle est hyper bien et tout, mais nous, ça avait duré 1 an et c'était hyper cool. C'était hyper cool de monter un truc ensemble, en fait. Et ça, c'est un autre projet, pareil, qui s'appelait Ma Voix, enfin qui s'appelle toujours, je sais pas si ça existe toujours, qui était un projet aux élections législatives de 2017, de hacker les élections législatives pour intégrer de la démocratie directe, avec en gros quelqu'un qui se présente et qui dit bah moi je m'engage à voter exactement. Il y a une plateforme en ligne sur laquelle tout le monde peut voter et je voterai sur tous les textes exactement comme les gens m'ont dit de voter sur la plateforme. Et du coup, bref, il y avait une campagne législative qui était montée et menée par plein de gens hyper chouettes. Et moi, je l'avais rejoint pendant genre... je rentrais d'Erasmus et je l'ai rejoint pendant genre 2-3 semaines, enfin un peu plus, non, 2-3 mois plutôt. Et là, c'était un des cours en ligne qu'on faisait pour essayer de former les gens aux enjeux et tout. C'était vachement bien. Pareil, deuxième projet un peu collectif et sur des problématiques où commence à y avoir, à me dire, ok, c'est intéressant quand même ça. Et puis, je me sens un peu responsable de tout ça, quoi. Tu dirais que c'est politique aujourd'hui la résistance civile? Ah bah oui, c'est le truc le plus politique que j'ai jamais fait et peut-être que je ferai jamais, je pense. Ah oui, carrément. Bah, surtout moi, je m'occupais surtout dans la com, de la partie communication et tout. Je trouve que c'est hyper politique ce qu'on fait. C'est visible pour moi, c'est même pas un avis. C'est évidemment politique au sens un peu profond du terme, d'organisation collective, de définition du soi dans le commun et dans le collectif. Mais même politique au sens un peu politicien, enfin c'est de la stratégie, enfin on a des stratégies politiques comme d'autres quoi. Et ça c'est un peu bas de plafond, le football avec les copains, je l'aime trop cette photo, parce que c'était pendant l'Erasmus aussi et c'était des moments hyper simples quoi. Moi c'est ça que j'en retiens. Juste de là on venait de gagner un championnat à la con de foot, mais que nous c'était genre on a l'impression d'avoir gagné la Ligue des Champions et c'était trop bien quoi. Des moments de liens humains simples et directs, quoi. Là, on était en Amérique du Sud avec un peu les mêmes que pendant l'Interrail, qui sont les potes de lycée. Moi, je parle pas bien espagnol du tout. Et la seule manière de dépasser ça, c'est le sport. En plus, c'était pendant la Coupe du Monde 2018. Et en fait, tu peux passer 3 plombes avec des gens et rien réussir à partager. Et là, avec le foot, on a fait un match de foot avec des... Là, eux, ils parlaient même pas espagnol. C'était des gars... genre en bordure amazonienne, ils parlaient une langue locale, quoi. Et du coup, on n'avait vraiment mais aucune manière de communiquer. Et on fait un foot et tu te tapes des énormes barres parce que tu as fait un petit pont au petit et que lui, tu as fait un tacle et je sais pas quoi. Et donc, ça m'a grave marqué ça, le truc de pouvoir connecter avec des trucs qui sont totalement autres que le langage. Ouais. Ça, c'est une photo du premier projet militant un peu plus sérieux, enfin, que moi j'ai vécu de manière un peu plus sérieuse, un peu moins projet étudiant, un peu moins en y mettant le doigt de pied et sans y aller vraiment. Qui était un projet qui existe toujours de festival, et maintenant c'est beaucoup plus qu'un festival, il y a plein de choses différentes qui s'appellent les Pluies de Juillet. Et moi j'étais en service civique là-bas, et c'était un peu une manière, toujours un peu le cul entre deux chaises, la musique et l'engagement, parce que là ça commençait à devenir assez vivant en moi. Et là je me dis, un festival de musique avec des artistes grave cool et tout, et hyper engagé, un projet militant par ailleurs, je me dis c'est parfait, ça me permet d'avancer d'une case de plus sur les 2 tableaux, et j'ai pas trop à choisir pour l'instant. Et c'était assez ouf comme expérience. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire du collectif. Tu continues à faire de la musique en parallèle? Là, à ce moment-là, ouais, de ouf. Pendant l'Erasmus, j'avais totalement arrêté. Et là, je m'y remets quand même pas mal. Parce qu'entre-temps, j'ai eu une expérience en communication de crise, un stage et tout, qui m'a dégoûté du milieu entreprise classique, on va dire. Moi, j'avais pas compris pourquoi je signais au début. Et au bout de 3 mois, je comprends qu'en fait, c'est les personnes qui viennent gérer la crise une fois qu'il y a eu un scandale. Il y avait par exemple Sanofi sur des scandales sanitaires, ou le PSG sur des scandales de réputation, ou Airbnb sur des scandales... Enfin bref, toutes les entreprises qui merdent à un moment, parfois avec des morts, jusqu'à des morts et tout. Moi, j'ai pas bossé là-dessus évidemment en tant que stagiaire, mais c'était ça l'ordre de grandeur. Et beaucoup de stress, et surtout tu viens étouffer les sujets, quoi. Et du coup, moi, j'ai grave appris au contact de ces gens-là, mais au bout de 3 mois et demi, je me suis dit, en fait, je peux pas, quoi. Et du coup, je démissionne de mon stage. Du coup, moi, je passe pour un gros glandu auprès de mes parents, même auprès des gens et tout ça. Tu te dis premier stage, le mec va même pas au bout, c'est quand même un peu chaud. Mais moi, j'arrivais juste pas quoi, à faire un truc aussi loin de tout ça. Après, c'était pas méchant, mais juste le fait d'avoir totalement capitulé
à ce point-là, tu vois, c'était des gens qui avaient 30, 35 et tout, qui avaient total capitulé et qui faisaient ça comme un taf et qui voyaient même plus le problème, quoi. Quand j'ai démissionné et que je leur ai dit que je trouvais que c'était de la merde ce qu'ils faisaient, ils voyaient même pas le problème. Ils comprenaient même pas de quoi je parlais. Et en plus de ça, bref, toute l'ambiance et tout, moi, m'allait pas du tout. Alors que c'était des gens gentils. En vrai, avec moi, ils étaient très gentils, ils étaient pas du tout méchants. Du coup, après ça, je me suis dit, ok, c'est soit je me bouge le cul et je fais vraiment de la musique et je bosse pour me donner les moyens et tout, soit c'est ça, ça va être ça ma vie, quoi. Et du coup, c'est un peu par la peur, en fait, que je décide de me bouger, quoi. Après le rock, en fait, je me dis, c'est pas ouf, c'est pas trop fait pour moi, c'est pas ce que je kiffe et tout. Je me dis, je préfère plus écrire. En plus, je faisais des trucs en anglais, donc ça allait pas. Et je me dis, en fait, je vais faire des trucs un peu plus rappés, chanter. Ça était encore un peu entre les deux. Mais voilà. Et du coup, là c'est un studio où j'ai passé, je pense, 1 an de ma vie à mi-temps là-bas, quoi. Tout le temps. J'avais un studio chez moi et j'avais 2-3 studios dans lesquels j'allais. Donc, je passais toute ma vie à faire que ça. Et là, c'était les clips, c'était plus épisodique, mais là, c'était le tout premier clip. Il n'y a même pas quelqu'un pour être derrière la caméra, tellement on n'avait pas de thunes. Et j'ai un peu le seum parce que je me mettais grave la pression il faut absolument que ce soit parfait, que ce soit réussi, que machin et tout. Alors qu'en vrai, ce qui était marrant, c'était justement que c'était la méga galère, quoi. Et t'avais des textes un peu engagés ou pas du tout J'en ai eu un que j'assumais pas du tout pendant le truc. C'est une chanson qui est sur Spotify qui s'appelle AD et qui est assez engagée, mais j'assumais pas parce que je me trouvais archi hypocrite. Parce que c'était pas du tout genre je le vivais de manière très théorique, quoi. Genre je sais plus qui j'ai croisé dans la dernière rénovation qui m'a dit faut qu'on aille parler aux révolutionnaires de Schrödinger, tous les gens qui ont une vie parallèle de révolutionnaires mais qui vivent pas encore, qui la vivent pas pour de vrai. Moi je pense que j'étais un peu là-dedans et du coup dans mon cœur, dans ma tête et tout, c'était hyper vivant, mais en vrai dans ma vie je faisais rien qui allait dans ce sens-là. Du coup pendant longtemps j'avais hyper honte d'avoir fait une chanson un peu engagée et maintenant je suis trop content de l'avoir fait en vrai. Et là, c'est quand ça devient un peu plus pro, c'est moins des studios dans les chambres des potes et tout, ça devient des studios un peu plus cool. Et c'est aussi le moment où je me rends compte que c'est pas tellement fait pour moi, en fait. Je vois des disques de platine au mur dans les studios et tout, je vois que les gens ils continuent de galérer même après à 35 ans, alors que moi je les regarde et je me dis oh, putain, ils ont grave réussi. Et je vois que ça continue. En fait, je vois que c'est une vie de galère, quoi. Entre le succès d'estime de j'ai réussi parce que j'ai une interview là, ou parce que j'ai un clip qui a fait tant de millions de vues, ou parce que j'ai une musique qui a tourné je sais pas où et tout ça. Entre ce moment-là et le fait d'en vivre de manière un tout petit peu durable, il y a un chemin qui est énorme et moi que j'avais totalement sous-estimé. Et du coup, je réalise à peu près à ce moment-là que je vais pas en vivre tout de suite, qu'il va falloir s'accrocher encore 5-10 ans. Et je commence à me dire, en vrai, je pense pas que j'ai envie de sacrifier autant pour ça, quoi. Et donc là, ça remet en cause un rêve de 10 ans de vie, quoi. Moi, j'avais que ça dans mon viseur. Il y avait un peu les trucs d'engagement, de militantisme et tout qui venaient un peu par irruption, mais en vrai, dans ma tête, j'avais que ça. Ça te fait quoi de voir ça? C'est bizarre? Ça, en vrai, ça me rappelle que du bon, en vrai, maintenant. Ouais. Franchement, il y a 1 an, je pense, j'aurais pas trop kiffé. En tout cas, ça n'aurait pas été que du bon. Mais surtout celui-là, enfin même tous en fait, non maintenant c'est que du bon. Je me suis dit ce que j'en retiens c'est pas du tout les chiffres de streaming ou je sais pas quoi, c'est vraiment juste les expériences humaines qu'on a vécues avec, le fait de se dépasser, de se donner à fond pour un truc. On s'est grave tapé des barres à le faire quoi, enfin voilà c'était trop bien. Et je pense que faut pas toujours, là j'essaye de me redire ça même avec DR quand c'est compliqué et tout, de me dire qu'il faut pas chercher trop. C'est bien d'avoir un but qui te dépasse et je pense que ça te met en mouvement et que si t'as pas ça, tu le fais pas, mais que j'essaie de me dire qu'il faut pas au quotidien toujours regarder par l'objectif, mais juste regarder par ce que c'est en fait maintenant et que c'est ok et qu'en fait je pense que c'est toujours avec ça que tu repars quoi. En tout cas moi je le vis comme ça. Quand t'es dans l'objectif, t'es toujours en échec, enfin à part peut-être quelques exceptions à des moments de vie, mais même moi avec des gens que je vois dans la musique ou dans le ciné ou dans plein de milieux qui ont objectivement réussi, ils ont réussi 1%, mais genre ils ont raté 99%, et ils ont été en échec pendant 99%. Et donc je pense qu'il faut, si tu regardes toujours sur le prisme de l'objectif, est-ce que j'ai réussi, pas réussi, en fait tu es tout le temps en échec, alors qu'en vrai tu réussis plein de choses, ne serait-ce que dans tout ce que tu vis avec les gens, et ça crée des trucs que tu n'aurais pas imaginé. Même dans le mouvement climat, je trouve que, je sais pas, on a beaucoup d'échecs, tu vois, les marches climat, la Convention citoyenne pour le climat. En plus, dans DR, on dit beaucoup que c'est basé sur le fait que ça a échoué pour expliquer qu'il y ait des gens qui maintenant se mettent en résistance civile. Et en vrai, objectivement, c'est des échecs dans le sens où ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient accomplir. Mais c'est aussi des réussites parce que c'est aussi ce qui permet, pour que nous, qu'on ait un socle solide, pour s'activer, pour avoir sensibilisé plein de gens,
et pour offrir un socle politique à d'autres choses derrière qu'ils avaient peut-être même pas anticipé. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui, dans la Convention citoyenne, qui avaient anticipé qu'il y aurait des mouvements de résistance civile, qui reprendraient une demande et tout. Et je pense qu'il faut avoir essayer d'avoir le même regard sur soi aussi pendant qu'on est en train de faire les choses. Je veux dire, on essaie de faire de notre mieux en voyant 10% du tableau, et il y a 90%, on sait même pas ce qu'on a créé, et c'est très bien comme ça, quoi. Et là, c'était le début du relais jeune. Du coup, là, je finis la musique, je me dis, c'est pas pour moi. En tout cas, pas maintenant. Et je me dis, je vais au moins faire une pause un petit peu et je vais refaire vivre un peu ce truc qui me manquait, à la fois de stimulation intellectuelle et me sentir un peu plus aligné avec moi-même et tout. Et je croise le parcours de Sacha qui est là et qui monte un projet qui s'appelle le Relais Jeune, qui fait le tour de France pendant 4 mois, à pied et à vélo, pendant les élections présidentielles, pour qu'on parle un peu de climat, de justice sociale et de démocratie. À un moment, on parlait que d'immigration, de sécurité, de pouvoir d'achat. Et du coup, on part. Moi, je suis le dernier arrivé dans le projet. J'arrive en janvier. Le projet, il part en février. Et du coup, en un mois, j'abandonne un peu tous les trucs que j'avais lancés, même encore des trucs de musique et tout. Et je me dis, vas-y, c'est maintenant. Je prends ce shot-là et je pars pendant 4 mois avec eux, quoi. Et donc voilà, c'était beaucoup de moments pareils, un truc collectif. En vrai, j'ai un peu l'impression que c'est le dénominateur commun de faire des trucs en collectif. En fait, on voit beaucoup de lutte locale sur le parcours. Et en fait, il y a des gens qui commencent à nous parler de vie humaine derrière les mots climat et tout ça. Je me dis, bah, en fait, il y a des gens qui commencent à me parler de leurs potes qui sont morts, de leurs filles pour qui ils ont eu peur, même avec des agriculteurs qui sont juste à côté de fermes-usines et qui ont peur pour leurs gosses aussi, parce que c'est souvent ça quand même. Et en fait, ça rend le sujet beaucoup plus concret que on s'est engagé pour la justice climatique, sociale et une meilleure démocratie. Où je pense, enfin moi j'aurais du mal à m'imaginer me battre sincèrement pour des trucs aussi abstraits pendant toute une vie et tenir avec tous les sacrifices et les choix difficiles que ça peut impliquer. Et là, le fait de rendre le truc hyper humain, en fait, en rencontrant des gens, je rentre en me sentant hyper responsable de quelque chose, en me disant il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de vivre ça et d'être au contact de ça. Donc je rentre, je regarde un peu les trucs qui se font, notamment à HLDR. Et là, je crois que je rencontre Thibaut en premier et Alizé juste après. Et qui me parle de ça. Il y avait déjà eu Roland Garros, donc c'était déjà assez identifié et tout ça. Moi, c'était en début juillet, ça. Et du coup, on parle, ils me disent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour gérer la com de la campagne, parce que la personne qui faisait ça se barre. Et du coup, je me dis, bon, bah, ça commence à ressembler à un truc qui pourrait m'intéresser. Et là, c'est en août, le 12 août. Je viens d'arriver, j'ai grave la pression. Je rencontre des gens que je connais pas pour bosser sur un poste qui est totalement au-dessus de mes compétences, mais genre total. Et du coup, j'ai grave la pression. Je me rappelle que je dors pas du tout de la première nuit en me disant, parce que je me dis, il faut que j'assure demain, et du coup, il faut que je dorme, et du coup, j'arrive pas à dormir. Et je suis très impressionné un peu par tout ce qui a déjà été monté à ce moment-là, et toute l'intelligence qui est mise là-dedans, quoi. Et ça, c'est 4 mois après. C'était devant l'Assemblée nationale, parce qu'on apprend, je crois, la veille midi ou l'avant-veille au soir à minuit, qu'il y a cette histoire de 49-3, de vote à l'Assemblée et tout ça. En gros, il y a un amendement qui a été voté, donc on est à 2 doigts d'une... Enfin, en fait, on a gagné, et on a peur qu'il y ait un 49-3 qui vienne annuler les 12 milliards qui ont été accordés à la rénovation. Donc ce pourquoi on se saigne depuis 8 mois pour certains et 4 pour moi. Du coup, énorme espoir, truc hyper collectif. Je pense que c'est mon meilleur souvenir dans DR encore, alors qu'il y en a beaucoup des biens, mais celui-là, plénitude totale, quoi. Et là, action en rôle arrêtable, pour le coup, c'est marrant d'avoir ce point de vue et de voir le bordel, ça fait pas plaisir. Du coup, action en rôle arrêtable, première garde à vue après. Et c'était une action dont le thème narratif, on va dire, était c'était du coup le 31/12/2022, c'était la fin du délai qu'avait l'État pour réparer le préjudice écologique suite aux 2 condamnations avec l'affaire du siècle et l'affaire Grande Sainte. Et du coup, nous, on faisait une action qui rappelait un peu ça et qui avait vocation à remettre la pression parmi d'autres actions. Et du coup, moi, je porte là ce message-là ici. J'aime pas trop cette photo, elle me fout mal à l'aise. Mais le moment était dingue. C'est au tout début de l'action que cette photo a été prise et j'avais vraiment la boule au ventre, beaucoup plus que les autres, alors que au début je la jouais un peu, moi je connais, vous inquiétez pas, c'est moi qui ai ramené pas mal de monde et tout. Et là j'étais, je pense, celui qui se chiait le plus dessus. L'action elle dure 8 minutes, on fait 32 heures de garde à vue, là on va probablement avoir un procès, et elle dure 8 minutes et je pense que bon bah là il y a quand même un peu de perturbation, mais je pense que ça a pas non plus changé la face du monde, celle-là toute seule. Mais bizarrement, moi j'en garde quand même un très bon souvenir. Tu vis comment de vivre dans ce monde un peu à 2 vitesses? Bah, en vrai, je le vis mal. Là, moi, mon daron, il est professeur de médecine, il est cancérologue et tout ça. Donc bon, il n'a pas choisi une voie hyper facile non plus. Mais il a pris une année sabbatique parce que l'hôpital public, c'est trop violent maintenant et trop dur et tout ça.
Mais il fait un tour, enfin voilà, il prend, je crois qu'il il prend 15 ou 20 avions cette année, quoi. Donc moi, ça me donne envie de chiale, ça me fout la honte. Et en vrai, moi, c'est peut-être dur, mais ça me fout la honte. Je suis fier de lui sur plein d'autres trucs, mais ça me fout la honte. Pas maintenant, parce que j'ai peur, j'ai pas envie de le dire aux gens, parce que je sais que tout le monde s'en fout qu'ils prennent des avions, c'est plutôt la norme, mais plutôt le regard de dans 20 ans, en fait. Dans 15-20 ans, de me dire, mais en fait, c'est la honte d'avoir autant de niveau d'information et de quand même décider de faire ça. Du coup, ça fait bizarre, surtout quand c'est des gens que j'aime. Et sinon, j'arrive à m'en foutre un peu. Mais mes potes proches, ma mif et tout, le fait qu'ils captent pas du tout, ça fait quand même assez mal, en fait. Parce que toi, tu as la sensation de faire ça un peu pour eux aussi. Pas forcément pour mon daron, mais pour plus globalement les gens que j'aime et tout. Et tu vois qu'eux-mêmes ne font pas ça pour eux, en fait. Et du coup, je sais pas, il y a une espèce de rapport bizarre au truc qui te dit, mais pourquoi moi je fais quelque chose pour eux, si eux, ils sont même pas capables de le faire pour eux-mêmes. Et du coup, ça peut créer un peu d'énervement. Enfin, moi, en tout cas, ça peut me créer un peu d'énervement et de tension. Là, j'essaie de mettre ça un peu à distance, parce qu'au bout d'un moment, ça me manque aussi, et j'ai pas envie de m'éloigner des gens. Il y a aussi un sentiment de responsabilité, en fait, de me dire, si jamais les rôles étaient inversés, qu'ils avaient un peu cassé la glace et tout ça, j'aurais vraiment, enfin moi en plus je sais que c'est pas mal dans ma personnalité, j'aurais vraiment envie qu'ils viennent me chercher de ouf pour me dire, pour m'asseoir et m'obliger en fait à voir, comme il y a d'autres gens qui l'ont fait sur, je sais pas, il y a plein de sujets sur lesquels je suis totalement dans le déni, genre la souffrance animale ou les trucs comme ça. Et il y a des gens qui sont venus me chercher en mode et m'obliger quoi, parce que, et en vrai moi je trouve que c'est une preuve d'amitié, d'amour et d'estime que de faire ça. Et du coup, c'est bizarre parce que si tu le fais, tu sais que ça va être mal reçu et que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Mais en même temps, moi, je sais que j'aurais envie qu'on fasse ça pour moi et donc tu sais pas trop ce que tu dois faire. Et du coup, moi, ça crée des situations où j'avais plus trop envie d'être en soirée en fait avec mes potes d'avant, entre guillemets. Parce que j'arrivais pas à être léger, parce qu'il y avait toujours ça qui était quand même un peu présent dans ma tête. Et c'était beaucoup plus facile d'être léger avec des gens où tu sens pas cette responsabilité, tu sens pas cet écart, quoi. Pas parce qu'il y a un truc de jugement et tout ça, même plus pour ça, mais juste parce qu'il y a un truc de est-ce que je suis vraiment en train de me comporter en tant que pote ou en tant qu'ami, à faire genre on s'amuse et tout ça, alors qu'il y a un éléphant dans la pièce, quoi. L'enjeu est si gros que tu te demandes est-ce que c'est plus important de toi garder tes liens, etc. ou Ouais. d'essayer de convaincre une personne de plus. Exactement, exactement. Et du coup, moi j'ai quand même un peu fait le choix de me dire que je préfère convaincre des gens que je connais pas, en fait. Et c'est plus facile, c'est moins coûteux, et l'énergie qu'il faudrait pour réussir à passer outre tout ce que ça implique d'essayer de se confronter et de convaincre quelqu'un que t'aimes, je préfère mettre toute cette énergie à convaincre des gens que je connais pas et je pense qu'elle sera mieux utilisée. Mais par exemple, ma mère, elle est hyper au courant de ça, même avant moi, hyper engagée, tout ça, et ça me fait trop du bien de pouvoir partager ça avec elle. C'est trop beau. Peut-être que l'idée fait son chemin aussi. Exactement. Et moi, il y a un an, j'aurais jamais pensé faire ça. Et il y a 3 ans, je bouffais de la viande à un repas sur deux. Non, j'exagère, en vrai, c'est pas vrai. Mais bon, j'avais aussi je prenais l'avion, je voyais même pas le problème, en fait, il y a 3-4 ans à prendre l'avion. Donc je me dis, chacun fait son chemin aussi. Et Sans du coup, transition. là, c'est la réalité de l'action, mais on se fait embarquer, machin. En plus, on reste 3 plombs, ils mettent les camions, les fourgons de CRS devant pour cacher, pour pas qu'on puisse nous filmer et tout ça. Du coup, ça dure 3 plombes, et moi, j'avais plein de potes à moi qui étaient là, et ma copine et tout ça. Et donc, en fait, il y avait quand même une ambiance ça pouvait vite partir sur un truc un peu 3e degré, machin. Et donc, on rentre dans le fourgon. Et ça commence à faire des blagues sur plein de trucs. Enfin bref, ça part en couille de ouf. Donc ça part un peu en fou rire avec. Exactement, avec la nervosité qui redescend et tout. Et du coup, ça part en fou rire. Donc nous, on sort du fourgon sans réussir à s'arrêter de rire, aussi avec le stress et la nervosité et tout. Donc les flics, forcément, le prennent mal. Enfin bon, bref, la garde à vue, moi, se passe pas hyper bien. Moi, j'étais dans un autre commissariat que tout le monde, avec 3 autres personnes. Et dans une cellule avec des gens qui étaient là, qui n'avaient rien à voir avec le truc. Et ça, c'était assez violent de voir. En fait, c'est assez rare, enfin, en tout cas pour moi, c'est assez rare de se confronter à cette violence-là. Et le fait j'avais un mec dans ma cellule qui avait le bras pété, en plus avec du racisme de ouf. Et il voulait pas le laisser voir un médecin. Donc le gars, ça faisait 30 heures qu'il était en garde à vue avec le bras cassé. Et le mec, ils en avaient rien à foutre, quoi. Et ça, c'était hyper violent. Il y avait un autre mec où il refusait de lui donner à bouffer sans aucune raison, quoi, et refusait de le laisser aller pisser. Enfin bref, beaucoup de violence, avec quand même 90% des policiers qui n'étaient pas du tout des gens qui étaient des gens normaux, quoi, enfin avec un rapport normal aux gens. Mais t'avais juste genre 1 sur 10 qui était vraiment un énorme enfoiré. Et en fait, c'est hyper traumatisant. En fait, tu sais jamais quand est-ce que tu sors, tu sais jamais si c'est pour dans 2 heures ou pour dans 24, si tu vas être déféré.
Et puis il y a des gens qui ont du pouvoir sur toi en fait. C'est ça qui était hyper traumatisant. Les gens ils peuvent te faire croire des choses, ils peuvent décider si tu bouffes ou pas, ils peuvent décider si tu vas pisser, si tu vas te pisser dessus ou pas. Et tu sens qu'ils en abusent parfois un petit peu, parfois pas du tout, parfois beaucoup. Mais juste cette sensation-là, au bout d'un moment, avec un truc de déshydratation et tout, et de contexte chelou, moi je l'ai hyper mal vécu. Et en sortant, je vois que la seule photo qui est reprise, c'est cette photo-là par Reporter qui la mettent en tête du truc. Donc moi je me dis, je viens de me taper ça en mode où c'était beaucoup plus l'enfer que ce que je pensais. L'action elle n'a pas duré longtemps et la seule photo qui est prise c'est celle-là. Et du coup ça m'a fait galerie. Et du coup maintenant elle est sur toutes mes conversations de potes. Il y a cette photo-là. Et bah voilà, une autre photo qui m'a foutu le seum aussi, mais une action qui était trop bien, c'était du coup là c'était avec Macron, le Saint Macron au Salon de l'Agriculture. Et du coup, la veille au soir, j'avais des trucs prévus le week-end. Je me dis, bon, j'annule les trucs que j'avais prévus le samedi matin. Je serai de retour à 14h. En vrai, je pensais que l'action, elle allait foirer parce qu'elle était préparée un peu à l'arrache et tout. Donc je me dis, en vrai, elle va pas se faire. Mais bon, pour la beauté du geste, on la tente et puis j'y vais et tout. Et donc, moi, j'étais hyper stressé par l'horaire parce que j'avais des trucs prévus à 13h30. Enfin, totalement pas du tout compris dans quoi je m'embarquais, je pense. Et du coup, on fait l'entraînement de l'action le matin et tout avec toute l'équipe. On était beaucoup. Puis la pression monte un peu et je me dis, parce qu'il y a quand même un stress sur le porte-parole là, je me dis ça va pas le faire, ça va pas marcher. Mais bon, quand même, si ça le fait, il faut quand même être un minimum prêt. Et j'avais pas mal formé les porte-paroles de DR et tout, en donnant des consignes un peu théoriques de ouais, faut pas être trop scolaire, faut pas se dire j'ai fait mon travail parce que j'ai fait des fiches, que j'ai mis mes chiffres, mes bullet points et tout. Ça, on s'en fout. Ne vous inquiétez pas, les chiffres et tout, vous les avez, c'est bon. Maintenant, il faut juste se connecter un peu à soi, à pourquoi on fait ça, se sentir légitime et avoir des racines un peu profondes. Et je me dis, vas-y, il faut que je me fasse confiance. Et je vais juste me faire confiance, je vais rien apprendre, rien regarder. J'avais quand même noté 2-3 trucs parce que je pouvais pas m'en empêcher. Mais je vais juste regarder des vidéos qui me rappellent pourquoi je fais ça. Et je regarde plusieurs trucs, et notamment une vidéo qui s'appelle 7 Black People Expressing Their Anger, que je trouve ouf, et où tu te rends compte que, enfin moi en tout cas quand je la regarde, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que c'est des gens qui ont totalement déconstruit, enfin qui sont tellement plus loin, qui ont totalement compris dans quel schéma, en l'occurrence d'oppression systémique, ils se positionnaient. Et du coup, qui sont pas du tout en train d'essayer de répondre à l'argument de l'autre et tout, qui juste sont en train de t'expliquer un truc que tu ne connais pas encore. Et ça se sent, je trouve, à tous les niveaux quand ils parlent, qu'ils ont pensé le truc, qu'il y a une profondeur de ouf en fait dans ce qu'ils disent, et qu'ils sont pas en train de chercher une formule et tout, juste que... et puis même dans la manière dont ils n'accordent pas de légitimité à la personne en face, ou bref, toutes les postures et tout, moi, je trouve ça hyper riche. Et du coup, je me dis, bon bah vas-y, faut que ce soit ça que j'essaye de faire. Et j'y vais comme ça, guidé par la médiactiviste qui fait un peu mon chaperon et qui me guide dans la foule et tout. Il y a un mouvement de foule juste avant. Et du coup, moi, je me retrouve derrière le cordon de sécurité. Parmi la sécurité, en fait, en plus, j'avais une veste noire. Et je suis pas trop petit et pas trop maigre. Et du coup, je pense que les gens pensaient que j'étais de la sécurité. Je me dis, putain, je sais pas si je le joue en mode je fais partie de la sécurité jusqu'au dernier moment. Mais en même temps, je vais me faire cramer parce que c'est quand même visible que je suis pas de la sécurité. Ou est-ce que je fais... Enfin, qu'est-ce que je fous, quoi? Du coup, je me retrouve... Il y a un mec qui me crame, qui me fait repasser. Et à ce moment-là, Macron arrive. Et du coup, je me dis, bon, bah, en gros, il me tend la main pour... Il m'a tendu la main. Et nous, dans le brief, on s'était dit, on se serre pas la main, on n'est pas là pour ça et tout. Je vais essayer direct, parce que sinon, je me faisais... Non, je l'attrape. Et je fais le truc, et je me fais plaquer au sol. Bah, les mecs, ils m'avaient déjà dans le viseur de ouf. Et du coup, là, c'est Macron qui revient et qui dit non, mais laissez-le, on va parler et tout. Parce que lui, il est là pour ça, il est là pour faire sa séquence de com, parler aux jeunes et les rassurer, et leur raconter qu'il fait tout bien et qu'il les protège et tout. Donc, il est très content que ça arrive. Et du coup, après, bah voilà, après, je me souviens plus. BFM s'en souvient. Voilà. Ça, c'est avec Thibaut, qui est une des personnes, une des très nombreuses personnes. Avec qui je me sens très très lié maintenant, quoi, par tout ça, il y a les actions qui lient très fort les gens, mais il y a même, et peut-être encore plus, tout ce qu'on vit derrière, quoi, avec tout ce que ça implique de tous les gens qui bossent, en fait, des dizaines ou voire centaines maintenant de personnes qui bossent, et parfois des gens qui ont laissé leur taf. Moi, j'étais dans une période de transition. J'avais déjà abandonné un peu la musique avant et je savais plus trop. Enfin, j'étais en sortie du relais jeune et tout, mais il y a plein de gens qui ont lâché leur taf, qui ont fait des sacrifices. Et tout ce qu'on vit de sacrifice et de positif de ouf aussi, bah, ça crée des liens extrêmement forts. Je sais pas si j'ai envie de les hiérarchiser en disant plus fort que jamais pour moi, mais en tout cas extrêmement fort, c'est sûr. Tu serais prêt à aller en prison? Bah, l'engagement, les postes où je suis, normalement je suis pas censé être là si je suis pas prêt à aller en prison. Donc en théorie, oui. Je suis censé déjà avoir consenti à ça.
Après, il y a des périodes où je sens que totalement, mais notamment beaucoup quand je suis en contact avec des gens qui le vivent plus que moi et qui sont plus loin là-dedans que moi. Je sens que j'ai besoin d'être inspiré en tout cas. Je ne sens pas que par défaut je suis prêt à le faire. Enfin, par défaut, je sais que je suis pas prêt à le faire en fait. Mais par contre, quand je sens que des gens qui soit incarnent ça, soit on réfléchit un pas de plus, soit machin, je sens que assez vite je peux me dire ok, en fait moi aussi, mais plus pour l'instant en tout cas, plus en personne qui suit quelqu'un ou un petit groupe ou quoi, que comme personne qui est la première à le faire et tout. Ça, je sens que c'est pas encore assez. Quoique, en vrai. En fait, parce que maintenant, j'ai la conviction, notamment avec l'expérience allemande et en parlant avec d'autres gens, genre notamment José Bové, qui a expérimenté la prison dans son militantisme et tout. Je suis sûr que ce serait hyper important et nécessaire pour la lutte qu'on mène. Et du coup, ça me pourrait me déterminer à y aller. Mais voilà, pas seul, quoi. Tu dirais que t'es heureux aujourd'hui, t'as peur de l'avenir ou au contraire, le fait d'être chez DR, t'es plutôt confiant? Confiant, c'est sûr que non. Heureux, ouais, ouais. Et en même temps, je sens que c'est pas le truc que enfin, j'ai l'impression que c'est pas le truc que je cultive le plus maintenant. Je trouve que le fait de définir la qualité de sa vie en fonction juste de une variable, enfin d'un baromètre qui est le bonheur, je trouve que déjà ça, pour moi, ça pose déjà problème. Je trouve qu'il y a plein d'autres choses à valoriser, comme l'estime de soi. Après, on peut dire tout rentre dans le bonheur et tout, mais en vrai, je pense pas. Genre le bonheur, plaisir, contentement et tout ça. Je pense qu'il y a plein d'autres choses d'estime de soi, de fierté des autres, de soi-même. Même un truc d'un peu de dignité, de responsabilité, qui sont pas pour moi du bonheur, mais par contre que je sens hyper vivant en moi. Et la partie bonheur, plaisir, est peut-être pas au max, mais elle est beaucoup plus haute que dans plein d'autres moments de ma vie, notamment par exemple que la fin de la musique, c'est une vie qui paraît un peu plus heureuse, joyeuse, légère et tout. Et pourtant, je me sens beaucoup plus heureux maintenant. Tu penses que le Pierre enfant, il penserait quoi aujourd'hui du Pierre assistant civil? Je pense qu'il serait vénère que je sois pas mort pour la musique et tout machin, tu vois. Parce que j'étais vraiment dans ce truc extrême. Mais en vrai, si j'avais le temps de lui expliquer 2 secondes par où ça passe, je pense qu'il serait fier en vrai. Je pense qu'il serait content. Et après, je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. Je crois qu'il veut surtout jouer au foot et genre embrasser Justine dans la cour de primaire. Donc, donc je crois qu'il s'en battrait un peu les couilles à cet âge-là. Enfin, en tout cas, oui, je pense que j'aurais pas honte de lui dire ce que je fais, ça c'est sûr. Merci la rockstar.